Introduction, les indigènes de la République et l'intersectionnalité par un blanc trouble. Dans ce texte, j'envisage le double problème de la pluralité des modes de domination, sous l'angle de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans des secteurs des sciences sociales comme dans certains milieux militants, l'intersectionnalité. Et des convergences possibles entre mouvements sociaux émancipateurs. Je le fais sous un double plan analytique, l'analyse de ce qui est ou a été, puisant dans les outillages des sciences sociales, et normatifs prospectifs, l'exploration de ce qui devrait et pourrait être, relevant de mes engagements militants comme du registre de la philosophie politique. Ce texte est donc un hybride entre logique universitaire et militante. L'intersectionnalité se présente comme un espace de problématiques émergent à la fin des années 1980, d'abord aux États-Unis en prenant appui sur les analyses produites par le black feminisme dès les années 1970. Puis en France seulement dans la deuxième moitié des années 2000. Ces approches diversifiées s'efforcent de s'interroger sur des croisements entre différents rapports sociaux de domination, rapports de classe, rapports de genre, rapports raciaux, etc. Ces perspectives ne cherchent pas à juxtaposer des logiques de domination diversifiées pour les articuler ensuite, mais permettent de saisir les mécanismes de domination comme configuration complexe résistant au modèle de la superposition de propriétés sociales indépendantes, selon Alexandre Jaunet et Sébastien Chauvin, 3. Dans cette logique, loin de réduire le positionnement des dominés à une simple addition de handicaps, elles peuvent insister sur les contextes permettant des compensations et des retournements. 4. Cela a également stimulé des travaux ne réduisant pas les mobilisations collectives ou les fabrications identitaires personnelles à une appartenance objective, mais éclairant la façon dont les sujets eux-mêmes participent à bâtir des identités collectives et individuelles dans un contexte de domination plurielle et complexe. 5. Il faudrait ajouter, si l'on suit la récente rectification de Chauvin et Jaunet, dans un contexte de domination nécessairement pluriel et complexe. Et cela afin d'éviter l'essentialisation de groupes intersectionnels et de situations supposées plus complexes. 6. C'est ce qui fait que la notion d'intersectionnalité ne peut pas être assimilée à celle d'intersection. Les problématiques de l'intersectionnalité interrogent en particulier de manière critique ceux qui prétendent incarner les différentes catégories d'opprimés. À travers notamment la monopolisation de la représentation des groupes dominés par les membres de ces groupes qui sont détenteurs de propriétés dominantes, par exemple, les femmes blanches de la bourgeoisie dans le mouvement féministe. 7. Je vais tenter ici d'éclairer de manière décalée ce type de problématique en les liant à la question politique de possible convergence entre des résistances émancipatrices diversifiées. À partir du moment où l'on a pris acte de la pluralité des modes de domination et de leur chevauchement dans les sociétés contemporaines. Je ne partirai pas, pour ce faire, de la littérature académique, mais des productions intellectuelles d'une organisation récente à visée émancipatrice sur un terrain longtemps marginalisé au sein des grands mouvements et partis émancipateurs en France, l'oppression postcoloniale. Le postcolonial et les indigènes de la République. Parler d'oppression postcoloniale, c'est associer une série d'inégalités, de discriminations et de contraintes structurelles affectant l'immigration postcoloniale dans les sociétés comme la France. En faisant la double hypothèse d'éléments de continuité historique entre les colonisations européennes et les processus actuels, mais aussi d'analogie entre les deux périodes, et donc à la fois des proximités et des différences. 8. L'islamophobie, en tant que stigmatisation discriminatoire des musulmans et de l'islam dans l'espace public, se présente comme une composante significative du contexte postcolonial depuis le 11 septembre 2001 dans le monde occidental. Avec une généalogie plus ancienne en France, passant par les premières affaires du voile. 9. Le postcolonial constitue un angle éclairant certaines caractéristiques du réel observable, mais sans l'épuiser. Il se présente comme une boussole globale imparfaite, comme tout outillage théorique, mais utile dans les dédales du réel, en offrant par ailleurs des prises pour une action émancipatrice. Cependant, quand le postcolonial prétend absorber toute l'intelligibilité, comme on le verra par la suite, la boussole se transforme en bulldozer aplatissant les rugosités et les contradictions du réel comme les résistances telles qu'elles émergent concrètement. L'organisation concernée par cette étude est le Parti des indigènes de la République, PIR.
forme largement embryonnaire d'une force politique post-coloniale ou décoloniale. 10. Qui s'inscrit dans ce que la chercheuse en sciences politiques Soline Laplanche-Servigne appelle, en s'inspirant de la notion d'espace des mouvements sociaux forgés par Liliane Mathieu. 11. L'espace de l'antiracisme. 12. Je m'arrêterai plus particulièrement sur des textes écrits par sa porte-parole et cofondatrice, Ouria Bouteldja, ainsi que par quelques autres de ses membres. La critique compréhensive qui sera proposée d'analyse produite par des militants des indigènes de la République débouchera sur une esquisse de pistes pour penser de manière déplacée le problème des convergences entre mouvements sociaux. Émancipateur. Critique, mon approche s'efforcera de mettre à distance des impensés et des écueils, en recourant notamment à des outils puisés dans les sciences sociales. Tout en m'inscrivant dans la perspective d'une politique d'émancipation pluridimensionnelle qui reste à bâtir. Compréhensive, elle prendra en compte des questionnements nouveaux et des ressources critiques apportées par cette organisation au pot comme un potentiel des mouvements sociaux émancipateurs. En essayant d'écarter les caricatures qui traînent dans les milieux radicaux et libertaires sur elle. Une biographie militante cauteuse. Je dois préciser que mes rapports ont évolué au cours du temps vis-à-vis des indigènes de la République. De signataire de l'appel fondateur de 2005 dans une optique de soutien critique à un éloignement progressif sur la base de l'approfondissement de mes critiques. Mais ces critiques, tâchant de prendre appui sur des arguments controversables, sont en rupture avec certaines stigmatisations ayant cours sur les indigènes de la République, islamistes, racistes ou même rouge-brun. 13. Mes échanges critiques antérieurs avec les indigènes de la République ont concerné des thèmes que l'on retrouvera dans ce nouveau texte, pluralité des dominations et des racismes, 14, comme singularité individuelle et métissage, 15. Mes analyses ne viennent pas de nulle part, mais ont des insertions biographiques. Des racines dans un parcours militant sur presque 40 ans, allant du Parti socialiste à la Fédération anarchiste aujourd'hui, en passant par la Ligue communiste révolutionnaire, 16. Mais j'ai aussi touché du doigt d'un point de vue familial des croisements entre rapports de domination en lien avec la question coloniale. Je suis né à Oran en Algérie en 1960, dans une famille pied-noir, avec des grands-parents partis prenantes des milieux populaires, un grand-père maternel ouvrier artisan petit commerçant et un grand-père paternel fermier, subissant la domination de classe tout en bénéficiant des miettes symboliques et matérielles de l'oppression coloniale. En tant que membre des couches moyennes salariées insérées très jeunes dans la galaxie militante, j'ai pu souvent expérimenter les usages de ma culpabilité de classe et coloniale au service de pouvoir dans des grandes et des petites bureaucraties politiques. Avec le temps, cela installe une distance mélancolique nourrie biographiquement avec ces dispositifs de servitude volontaire comme plus largement avec les techniques organisationnelles de culpabilisation et de fidélisation. Cependant, ni l'activisme militant, ni les petites lâchetés des compagnons de route, ni le retrait dans l'aigreur des engagés, ni le refuge dans la distanciation intellectuelle ne peuvent complètement éteindre les inquiétudes nées du choc des fragilités de notre humaine condition socio-historique. Peut-être à certains moments le rire d'un bébé. Un indigène de la République, quelques rappels et mises en perspective. Le mouvement des indigènes de la République est une association déclarée officiellement en préfecture en décembre 2005, suite à l'appel Nous sommes les indigènes de la République de janvier 2005, 17. Le MIR est devenu le Parti des indigènes de la République en février 2010. Un pire marginal. Si l'appel de 2005 a eu un certain succès, le MIR, puis le PIR a connu une audience confidentielle parmi les post-colonisés, 18, d'après ce que l'on entend dans le milieu associatif des quartiers populaires. On n'a pas de données fiables quant au nombre de ses militants, les évaluations extérieures les plus favorables lui donnent quelques centaines de membres au maximum. D'autres estiment que cette organisation ne dispose aujourd'hui que de quelques dizaines d'adhérents actifs. Il y a donc vraisemblablement beaucoup plus de post-colonisés conscients des discriminations qui les affectent à la CGT, à la FSU ou à Solidaire qu'au pire. En 2008, le constat du sociologue Abdelali Haja était déjà sévère sur le MIR, un phénomène essentiellement parisien intramuros. Un investissement dans le champ médiatique et une inexistence politique dans les banlieues françaises, 19. Par ailleurs, ses membres et surtout ses dirigeants auraient un profil social étroit,
marquée par un fort capital scolaire, 20. Ce qui éclairerait le fait que l'accueil reçu par les indigènes de la République parmi les intellectuels radicaux blancs, 21, et contribué à leur donner une importance symbolique bien au-delà de sa faiblesse numérique. Dans une logique qui puiserait dans un certain ethnocentrisme intellectuel. Mais les limites sociales associées à l'importance du capital culturel chez les indigènes de la République ont aussi à voir, dans une réalité ambivalente, avec un de ses points forts, la production théorique. Il ne semble pas que la création du PIR ait apporté des améliorations notables aux faiblesses de ce mouvement. 3 de ses modes d'intervention principaux apparaissent être 1. Son site internet, agrémenté de provocations qui jouent parfois avec les frontières symboliques installées, mais le plus souvent dans certaines limites éthiques et politiques, qui ne permettent pas de rivaliser avec les buzz produits sur la toile par le néoconservatisme xénophobe de Dieudonné et d'Alain Soral, 22, dont le PIR reconnaît l'écho rencontré parmi les post-colonisés, 23. 2. Des apparitions dans les médias, et tout particulièrement, via Ouria Boutelja, dans l'émission télévisée Ce soir, ou jamais, de Frédéric Tadei, qui appuie aussi souvent sur le registre provocateur dans une logique de buzz. Et 3. Une certaine présence sur le marché intellectuel international du post-colonial, notamment à travers l'université de Berkeley aux États-Unis, l'université française étant nettement plus réservée vis-à-vis des problématiques post-coloniales. Pour de mauvaises, une rigidité des frontières disciplinaires et sous-disciplinaires existantes ayant du mal à s'ouvrir à d'autres découpages heuristiques, et de bonnes. Au départ une réticence légitime à l'égard de modes intellectuels débarquant d'outre-Atlantique, raison. On observe sur les 2 premiers plans la place transversale de la provocation comme forme de rééquilibrage symbolique de l'état de ses effectifs. Par contre, les indigènes de la République n'ont pas réussi à bâtir des ponts avec des fractions significatives des émeutiers d'octobre-novembre 2005, dont ils se sont présentés d'une certaine façon comme les porte-paroles dans l'espace public. Un passage d'un entretien avec Sadric Chiari, figure intellectuelle du PIR, met bien en évidence une tentation traditionnelle des groupuscules, maintes fois déjà expérimentée dans les organisations blanches d'extrême gauche. S'appropriant des mouvements sociaux auxquels ils n'ont pas participé et auxquels ils n'ont pas su se lier, et dont ils prétendent pourtant donner le sens politique de l'extérieur comme une avant-garde. CST peut être présomptueux à dire mais, sur le plan politique, le PIR a ouvert une nouvelle séquence dans l'histoire des luttes de l'immigration qui n'en est encore qu'à ses préliminaires. Nouvelle séquence dont l'expression sur le terrain a été la révolte de novembre 2005, 24. Dans ce cas, la matrice léniniste trotskiste blanche initiale de Sadric Chiari, il a été un des animateurs d'une organisation trotskiste marginale en Tunisie, une des variantes historiques d'un rapport tutélaire à la politique. Apparaît fort prégnante. Apport des indigènes de la République à la critique sociale émancipatrice. On ne doit cependant pas s'arrêter à cet état de marginalisation, que les groupuscules tentent souvent de compenser par une arrogance rhétorique. Car les indigènes de la République ont su fournir de nouveaux questionnements et de nouveaux éclairages pour les mouvements sociaux émancipateurs. Dans un climat marqué par une certaine désintellectualisation à gauche, 25, ils ont donné de la consistance théorique à leurs analyses, comme je l'ai déjà noté. Et, surtout, ils ont opportunément lancé un mouvement autonome de post-colonisés, alors que les gauches, le mouvement ouvrier et nombre de mouvements sociaux avaient largement tenu à la périphérie à la fois les post-colonisés et les problématiques post-coloniales, contribuant ainsi à leur niveau à la reconduction de l'oppression post-coloniale. Et ils l'ont fait dans une indépendance vis-à-vis des institutions politiques existantes. De ce point de vue, ils ont enrichi le pluralisme émancipateur contre les inerties hégémonisantes du mouvement ouvrier. Dans leurs apports théoriques aux effets pratiques, il faut d'abord noter les appels répétés à décoloniser les autres mouvements et organisations émancipatrices, pour se forcer de les purger de leurs impensés. Réflexes et pratiques d'inspiration coloniale et propres à une oppression coloniale entendue sous le double angle de continuités historiques et d'analogie, et non pas d'une identité, avec les logiques coloniales. Décoloniser le mouvement ouvrier, décoloniser la gauche, décoloniser le féminisme, décoloniser le mouvement homosexuel, décoloniser l'anarchisme. On peut aussi relever la capacité à mettre en avant
Contre certaines théorisations critiques, la multiplicité des formes de résistance à l'oppression raciale dont les populations issues de l'immigration coloniale sont les acteurs. La suite, voir le lien.